Président, mes chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants, Mesdames et Messieurs, caro professore Ortoleva, comme on l'a déjà vu une fois aujourd'hui, la science italienne est souvent célébrée dans les cérémonies honoris causa de notre université. Et nous nous réjouissons qu'elle rende en particulier hommage aux grands humanistes transalpins. En effet, il y a une dizaine d'années, dans ce même amphithéâtre, Umberto Eco avait reçu aussi le même honneur. Et nos collègues de l'Institut français de presse du département communication se réjouissent de voir reconnu un autre humaniste de qualité, un auteur inspirant, curieux, d'une très vaste culture, qui lui aussi s'intéresse à la communication, à la langue, aux objets, aux mythes et aux rites de la société contemporaine et surtout qu'il en renouvelle les interprétations. Alors, les travaux de Peppino Ortoleva s'ancrent avant tout dans l'histoire et ainsi est-il l'auteur d'un manuel sur l'histoire italienne du XIXe siècle qui a été de multiples fois réédité. Mais pour les chercheurs, il a d'abord été un pionnier de l'histoire de la communication, en commençant par celle de la radio et de la télévision, auxquelles il s'est intéressé il y a 40 ans, quand il s'en rappelle bien. Ces médias étaient, pourtant, malgré leur immense rôle populaire, étaient méprisés par les sciences sociales. Cependant, il ne s'arrête pas là et l'histoire qu'il pratique est globale et non en silo. Par exemple, avant même la généralisation ou même le déploiement d'Internet, il met en évidence 3 attributs des innovations techniques en matière d'instruments de communication qui prolifèrent dès les premières années du XXe siècle. Il nous montre qu'il repose sur une adhésion et une implication très forte des usagers, une relative indépendance des pouvoirs politiques qui n'était pas forcément acquise avant la Deuxième Guerre mondiale, entre les deux guerres, et puis une démultiplication spectaculaire des sujets émetteurs. Et vous conviendrez que ces 3 caractéristiques ont quelques rapports avec le développement du web. Et donc, Peppino Ortoleva va innover doublement dans ses travaux sur les moyens de communication, puisqu'il ne les étudie pas simplement comme des institutions politiques et administratives, comme auraient pu l'y conduire ses études de droit de ses débuts de formation. Dans une approche plus anthropologique, il va mettre en évidence les transformations des rythmes de vie qui accompagnent le développement des moyens de communication. Je pense par exemple à son très joli article sur la perception du temps horaire bouleversée par un mot que les plus jeunes ne comprennent même plus, la TSF, la télégraphie sans fil. Ça peut sembler un tout petit objet. Je me disais en entendant mes collègues juristes qu'ils avaient des enjeux qui étaient beaucoup plus écrasants, mais que l'on pense simplement que il n'y a pas un village, pas un mot dont les habitants n'aient été touchés par cette transformation des rythmes et leur rapport au temps bouleversé. Alors, il a tellement d'intérêt qu'évidemment, je ne peux pas les aborder tous. Je parlerai par exemple de la place du jeu, dont il nous dit qu'il occupe désormais le rôle que le sexe avait au siècle précédent. Le siècle précédent, c'était le XXe siècle. Et il nous explique comment la logique ludique va innerver les activités politiques, sociales, fatiques, industrielles. Et d'ailleurs, ça nous pousse à mettre de la distance et de l'ironie dans les interprétations que nous faisons de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. J'aurais pu aussi parler de ce qu'il a fait sur les podcasts, sur la manière dont elles instituent un nouveau langage. J'aurais pu vous parler de la manière dont il a interprété les monuments au bord des routes. Vous savez, ces monuments spontanés qui sont nés depuis assez peu de temps et qui signent la mort brutale, la mort
inattendu. Mais je ne pourrais pas en dire plus sans mordre sur le temps de Fabrice d'Almeida. Je voudrais juste vous dire que son dernier livre, qui vient de paraître chez Einaudi, s'intitule « Sur la lâcheté, histoire et anatomie d'un mal ordinaire ». Et je précise, mais vous l'avez bien sûr compris, qu'il n'y a pas de « e » à mal. Mais c'est vous dire toute la richesse des intérêts de Peppino Ortoleva et surtout leur insertion dans la cité. Alors l'autre raison pour laquelle nous sommes fiers de vous recevoir, cher Giuseppe Ortoleva, cher Peppino, ici, dans cet amphithéâtre, sous le regard de Robert de Sorbon, nous en avons parlé, de Richelieu, dont je sais que vous le connaissez par les Trois Mousquetaires, de Pascal, de Descartes, de Rollin, de Lavoisier, c'est une raison d'ordre civique. Vous êtes certes un citoyen italien, mais vous êtes aussi un citoyen du monde. Vous n'êtes pas de ces universitaires qui restent dans leur tour d'ivoire. Vous vivez dans le monde. Vous vivez dans le monde de la France aux États-Unis, en passant par l'Amérique latine où vous avez enseigné. Cette sensibilité vient sans doute de votre entrée tardive dans le monde académique et de votre expérience comme organisateur de grandes expositions. Vous êtes un passeur qui a travaillé dans les musées, aussi dans des institutions locales, pour diffuser la culture et le savoir. Aller vers le public, agir sur le public. Cet engagement a pris des formes diverses. Le plus durable est votre infatigable travail pour éduquer la société aux médias, faire comprendre aux plus jeunes, mais aussi aux plus vieux, comment fonctionnent ces machines à informer et à rêver. Dans cette démarche, il y a eu quelques moments forts. Je veux rappeler votre participation à la création et à la communication du Grand Musée de cinéma de Turin. Je veux aussi évoquer, Cécilie a fait mention, l'exposition sur la télévision en 2004 et surtout celle sur la radio en 2007 qui a été ensuite itinérante dans toute l'Italie. Connaître les médias, leur histoire et leur pouvoir relève pour vous de l'engagement civique. Je le sais, vous n'aimez pas la lottizzazione, ce mot italien qui signifie que les partis vainqueurs aux élections se partagent les médias. Mais vous critiquez aussi le système qui consiste à laisser de grandes entreprises monopolistiques dominer la scène médiatique. Une situation que l'Italie a vécue avec Silvio Berlusconi, entré en politique, et que traversent en partie d'autres pays d'Europe, y compris le nôtre, la France. Au fond, vous défendez le pluralisme. Pourtant, vous ne vous contentez pas et vous ne vous cantonnez pas à cette défense de la liberté d'expression. Vous connaissez la tendance des médias à déformer le monde, à jouer avec la vérité, à jouer avec le réel. Dans un de vos derniers livres, Mythes à basse intensité, vous décrivez la reprise des mythologies anciennes pour jouer à se faire peur. Comme quand vous décrivez ces vampires et ces loups-garous qui continuent, je crois, d'effrayer un peu nos étudiants amateurs de films d'horreur. Mais vous vous penchez aussi sur un autre problème. Vous regardez les mythologies nouvelles qui s'insèrent dans l'information. Elles sont plus perverses car elles habillent les nouvelles. Vous éclairez ainsi comment fonctionnent les fausses nouvelles, les fake news. En somme, l'historien des médias que vous êtes n'est pas un homme du passé. Vous nous apprenez à mieux saisir l'actualité et, la barbe au vent, vous êtes tourné vers l'avenir. Pour toutes ces raisons, monsieur le professeur Giuseppe Ortoleva, mon cher Peppino, l'Institut français de presse et l'Université Paris-Panthéon-Assas sont particulièrement heureux et fiers que vous receviez aujourd'hui le grade de docteur honoris causa. Merci. In nomine almae Universitatis Nostrae Parisiensis, secundo ob sapietam scientamque illustrissimo Domino Josepho Ortilaneo de Cerno titulum doctoris honoris causa.
médaille. Et finalement, le diplôme. Les diplômes. On fait la photo, s'il vous plaît. Monsieur le Président, chers amis, chers Cécile et Fabrice, il est difficile d'exprimer la gratitude pour un honneur si grand comme celui que l'Université Paris II m'a décerné et pour les mots si flatteurs que m'ont introduit. Il est encore plus difficile de l'exprimer dans une langue que j'ai toujours aimée, mais que je parle, et je m'en excuse, d'une manière très, très maladroite. Et alors, je voudrais commencer avec des mots qui ont été écrits originalement en français par Marcel Mauss, le grand ethnologue, dans Les techniques du corps. Quand une science fait des progrès, écrivait Mauss, elle ne le fait jamais que dans le sens du concret et toujours dans le sens de l'inconnu. Or, l'inconnu se trouve aux frontières des sciences, là où les professeurs se mangent entre eux. Comme dit Goethe, je dis mange, ajoute Mauss, mais Goethe n'est pas si poli. C'est généralement dans ce domaine mal partagé que gisent les problèmes plus urgents. Ces terres en friche portent d'ailleurs une marque. Dans les sciences telles qu'elles existent, on trouve toujours une vilaine rubrique. Il y a toujours un moment où la science de certains faits n'est pas encore réduite en concept. Ces faits n'étant même pas groupés organiquement. On plante sur ces masses de faits les jalons d'ignorance, divers. C'est là qu'il faut pénétrer, sur les faits divers. On est sûr que c'est là qu'il y a des vérités à trouver. D'abord parce qu'on ne sait pas, et parce qu'on a le sang de la grande quantité de faits, le sang vif de la grande quantité de faits. Je n'avais pas encore lu Marcel Mauss quand j'ai commencé à m'occuper des médias et des communications, mais j'ai eu immédiatement le sens qu'il ne s'agissait pas d'une discipline ou de cette chose mystérieuse dont on parle beaucoup et qu'on pratique très peu, qui est appelée interdisciplinarité. Il s'agissait d'un champ ouvert et d'un champ conflictuel. Je n'aurais su exprimer avec tant d'esprit comme Mauss la métaphore des professeurs qui se mangent entre eux, ou pire. Mais celle était en fait la situation que je voyais. Et j'ai pensé immédiatement que la compétition, même farouche, entre savants et entre théories, n'était pas un problème. Au contraire, qu'elle est tout à fait salubre. C'est justement l'étude de certains faits qui n'ont pas encore été réduits en concept, comme dit Mauss, ce qui m'a attiré. Et les concepts qui n'ont été pas encore fixés univoquement, comme les concepts des médias, parce qu'on peut parler des médias dans des signifiés différents. Les médias en tant qu'instruments, pas nécessairement des technologies, mais des instruments pour transmettre ou recevoir des messages. Ça, c'est le sens, si vous voulez, étroit, mais aussi un sens plus large, comme tout ce qui fait la médiation entre les personnes. C'est entre ces deux définitions de médias que je me suis mu pour toute ma vie. Je me suis occupé, comme il a été rappelé,
de la radio et de la télévision et d'Internet. Et l'amour pour la radio, je l'ai partagé pendant longtemps avec Cécile Miadel. Mais j'ai travaillé aussi beaucoup sur des thèmes divers, comme l'aurait dit Mauss. Par exemple, juste pour citer 2 thèmes que j'ai étudiés, le déclin dans notre monde contemporain d'un rituel presque universel comme les sarments, ou un phénomène apparemment frivole comme le changement aux années 60 des manières de danser. L'avènement, après les bals de couple, des bals sans nom, sans règles, qui sont toujours les bals qui dominent les discothèques. Ça peut sembler quelque chose de frivole, je disais, mais je pense qu'il y a quelque chose à comprendre dans ça. Or, il y a un grand problème dans l'étude de communication. Ils tendent à courir après les nouveautés, technologiques ou pas. Ils tendent à courir après les nouveautés, peut-être aussi sous la pression du marché. Mais il y a quelque chose à dire des temps de la communication. Il y a la revue Les Temps des médias ici en France, à laquelle j'ai eu l'honneur de collaborer. Et les temps de la communication est multiple et enchevêtré. Le présent n'est pas un point sans dimension. Le point qui, comme disait saint Augustin, le philosophe, magna voce clamat, crie avec toute sa voix de n'avoir pas de durée. Ce n'était pas ça. Le présent est le moment où toutes les durées se rencontrent. Les longues, très longues durées et les actualités les plus voisines. Ça, c'est comprendre le présent dans ce sens-là est l'un des défis pour nous qui nous occupons du monde contemporain. L'histoire des longues durées et l'histoire des médias se sous-tendent réciproquement. Ça, c'est mon principe. Et dans ce sens-là, je pense que je peux définir mon travail historique et anthropologique en même temps. Et que je pense qu'il y a besoin d'histoire et d'anthropologie beaucoup meilleure que j'ai fait. Il y a une autre chose que je veux dire avant de vous laisser, et c'est que les sciences de la communication non seulement ne sont pas seulement les sciences de l'actualité, elles ont des classiques, des ouvrages classiques qui sont indispensables. Quand je parle de classiques, je ne parle pas d'ouvrages qui restent toujours les mêmes, et je ne parle pas d'ouvrages que les vieilles générations imposent aux jeunes. C'est tout le contraire. Et les classiques sont des ouvrages que chaque génération doit découvrir avec ses yeux, que chaque génération doit redéfinir par son compte. Il y a des classiques, des grands classiques de sciences de la communication. J'ai cité Marcel Mauss. Je vais citer ce immense livre qui est le 2e volume de la démocratie en Amérique de Tocqueville. Un livre qui fut écrit en 1840, il y a presque 2 siècles, et qui est toujours frappant dans son sens d'une anthropologie de la modernité, d'une anthropologie des siècles démocratiques,
pour le dire avec Tocqueville. Mais je voulais citer aussi un autre classique, Illusion perdue de Balzac. C'est un roman et les sciences humaines n'utilisent pas les romans comme elles devraient. C'est un roman qui nous dit des journaux, du journalisme et d'une société qui consomme les nouvelles comme elle consomme la nourriture et les vêtements. Il nous dit de ça beaucoup plus qu'entière bibliothèque de traités. J'ai cité seulement des classiques français parce que je suis en France, pour exprimer ma gratitude, parce que les mots de ces classiques résonnent encore dans mes oreilles et je voudrais continuer à converser avec eux tout le temps de ma vie. Merci.